On va donc revenir sur la volte-face de Netanyahou dans le dossier des migrants africains en Israël. Il a décidé d'annuler finalement l'accord qui a été trouvé avec l'ONU et qui prévoyait l'expulsion de 16 000 de ces migrants vers des pays occidentaux. On va d'abord se rendre à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, là où se trouvent toutes ces tensions. Lucas de Villepin, vous êtes sur place. On va revenir avec vous sur les difficultés finalement créées par la présence de ces migrants. Pourquoi est-ce que c'est devenu un problème dans le sud de Tel Aviv où vous vous trouvez ? Écoutez, sur les 39 000 migrants africains qui sont en Israël, il y en a beaucoup qui vivent dans ces quartiers sud de Tel Aviv. Ce sont des quartiers pauvres, défavorisés, où il y a de la prostitution, il y a du trafic de drogue et il y a de l'insécurité. Et pour beaucoup de riverains, d'habitants du sud de Tel Aviv, eh bien, la responsabilité en incombe, c'est la faute de ces migrants érythréens et soudanais. Ils demandent, c'est pourquoi ils ont demandé au Premier ministre israélien de réagir et c'est pourquoi le Premier ministre israélien a reculé par rapport à cet accord conclu avec l'ONU. Mais face à eux, il y a des habitants du sud de Tel Aviv aussi qui estiment que les migrants ne sont pas le problème, qu'on vit très bien avec les migrants, qu'il y a certes des problèmes de pauvreté, mais que ce ne sont pas les migrants qui sont responsables. Et donc eux demandent au gouvernement israélien d'investir dans un plan de réhabilitation de ces quartiers et c'est donc une opposition qu'il y a entre les habitants du sud de Tel Aviv, entre les pros et les anti-migrants. Il y a un rôle économique, Lucas, dont il faut parler aussi pour ces migrants africains qui travaillent, pour la plupart, qui ont un emploi justement dans l'économie israélienne. Oui, beaucoup de ces migrants africains travaillent dans des sociétés israéliennes. Alors souvent, c'est du travail dissimulé, du travail au noir. Il y en a beaucoup dans les cuisines, dans les magasins. Et donc, beaucoup d'Israéliens se demandent, beaucoup de patrons israéliens s'interrogent et se demandent qu'est-ce qu'ils pourront faire si ces migrants sont expulsés. Car ils effectuent souvent un travail, des métiers que les Israéliens ne veulent pas faire. Merci pour cet éclairage, Lucas de Villepin, en direct du sud de Tel Aviv. On va en parler avec deux invités dans ce studio. Bonsoir, Sarah Blum. Vous êtes porte-parole francophone pour le parti Avoda, le parti travailliste, et vous êtes juriste également spécialisé dans ces questions de droit international et de droits de l'homme. Avec vous également le docteur Yona Cherki, bonsoir, avocat, qui préside le Centre israélien pour la politique d'immigration. Vous êtes avocat également. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé, Sarah Blum, du fait que Netanyahou revienne sur cette décision d'annoncer un plan qui finalement est annulé aujourd'hui, un plan qui avait été trouvé, semble-t-il, avec l'ONU? Il y a un mot qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est incohérence. On peut se demander comment il peut signer un plan, d'abord le négocier pendant un temps assez long avec l'ONU, puis ensuite revenir sur cette décision après l'avoir annoncée à la presse et suite après à des commentaires plutôt négatifs de la part de membres de sa coalition, revenir là-dessus et dire finalement non, on dénonce l'accord. C'est comme si vous signez un contrat et puis ensuite le lendemain vous dites non, finalement je n'ai pas signé. Il y a un manque de cohérence à la fois juridique et politique là-dedans et donc ça prouve clairement que celui qui se prétend être leader n'est pas un leader, il n'a pas de vision en tout cas dans ce qui concerne la politique d'immigration en Israël entre autres. Yona Cherki, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision curieuse quand même, un plan qui est annoncé hier, qui est dénoncé dès le lendemain? Oui, donc je ne poserai pas la question dans un sens politique, mais plus dans un sens d'intérêt de la société israélienne. Il y a des questions qui sont reprises, qui sont réétudiées et les analyses qui sont effectuées par la suite montrent que peut-être que les décisions étaient prises un petit peu vite. Et donc il y a une révision des choses qui est nécessaire et que d'un point de vue de la responsabilité d'un leader qui dirige un État, ces décisions ont des conséquences et doivent être prises. Donc ça ne vous choque pas qu'il annonce quelques heures après avoir dit il y a un plan, il n'y en a plus, le lendemain, il n'y a pas quelque chose qui... Évidemment, il y a une question de cohérence, comme a dit ma chère collègue, mais
la question ne se pose pas sur ce plan-là, parce que ce n'est pas l'essentiel de la question, mais la question justement qui est de l'ordre de l'accord lui-même, de la cohérence de l'accord lui-même. Ça, on va en parler, parce que c'est vrai que c'est la question, finalement. D'abord, ce plan, est-ce qu'il vous convenait, vous, Sarah Bloom, est-ce que vous trouvez que la solution qui était annoncée hier, donc cet accord avec l'ONU, était finalement mieux que le plan qu'avait préparé le gouvernement Netanyahou auparavant, qui prévoyait d'envoyer ces migrants vers l'Afrique ou de les envoyer en prison s'ils choisissaient de rester? Alors, il était probablement mieux que d'un point de vue moral, en tout cas, et sûrement aussi d'un point de vue juridique, que le plan précédent. L'ONU, d'ailleurs, le présentait comme ça, dans ses réactions, a dit que c'était quand même un plan qui permettait à la fois, qui était relativement équilibré, qui permettait à la fois de satisfaire les problématiques liées à ces demandeurs d'asile, mais aussi de satisfaire les exigences et les griefs aussi des Israéliens qui seraient mécontents. Bon, moi, d'un point de vue purement juridique, je trouve pas ça particulièrement satisfaisant pour plusieurs raisons, mais il se trouve que c'était probablement le meilleur deal atteint ces derniers temps, et à défaut d'une politique qui aurait pu être mise en place depuis 10 ans, il n'était pas nécessaire de le dénoncer. Donc finalement le principe d'expulser ces migrants, vous trouvez qu'Israël doit pouvoir intégrer 30 000, 35 000 migrants africains aujourd'hui ? Je pense qu'on a, oui, à peu près entre 30 et 40 000 demandeurs d'asile ici. Est-ce qu'il faudrait tous les intégrer ou pas? Ça, c'est une bonne question, mais il faudrait déjà mettre en place une politique. On a dans les pays développés, en général, une politique d'immigration. Il y a des organismes qui dépendent des ministères de l'Intérieur qui sont suffisamment développés pour pouvoir assurer cette politique qui est précise, qui applique les conventions de Genève en matière de réfugiés, qui détermine différents critères, qui elle-même se complète ces conventions de Genève avec des réglementations en droit interne. Israël n'a pas ça. Israël a été surpris par cette vague d'immigration fin des années 2000 et a mené une politique un peu incohérente avec certaines protections subsidiaires et certaines autres populations qui ne bénéficiaient pas de ces protections subsidiaires. Et puis ensuite, il y a eu un abandon total de toute protection pour tous ces immigrants. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, si vous voulez, on paye cette situation-là où on n'a pas de politique claire, nette et précise. Netanyahou aurait eu le temps, et ses différents gouvernements auraient eu le temps de mettre en place des politiques claires. Il ne s'agit pas d'accepter tout le monde, toute la misère du monde, comme on aime bien dire en français, mais il s'agit de savoir qui on accepte et qui on doit accepter en vertu du droit d'asile, et qui on ne peut pas accepter parce qu'il ne s'agit pas forcément de demandeurs d'asile, et donc il faut faire du cas par cas. Mais pour pouvoir faire du cas par cas, il faut des experts, il faut des interprètes, il faut une structure, et cette structure, elle est réduite à minima ici en Israël. Alors là-dessus, Yana Cherki, vous êtes d'accord ou pas sur cette vision de la politique inexistante? Alors d'abord, il faut être tout à fait conscient que les pays européens, qui ne sont pas des pays susceptibles d'être des pays de tiers-monde, sont confrontés aux mêmes questions. Et leurs politiques sont tout aussi instables à ce sujet-là, justement parce que on va dire que le monde occidental est surpris autant que le pays d'Israël par ces vagues d'immigration massive, tantôt prétextées par des problèmes économiques que par des problèmes plus d'ordre humanitaire. Maintenant, Israël, justement, dans le cadre d'une responsabilité vis-à-vis de ces personnes, ne s'empresse pas d'établir une politique de rejet, et donc jusqu'en 2013, la politique israélienne a été justement de maintenir sur place ces personnes jusqu'à qu'on puisse reconsidérer leur statut, etc. Et comme donc l'a dit ma collègue, la question juridique a été très ambiguë à cette époque, justement, et se clarifie par le temps. En décembre 2017, la Cour suprême a donc établi justement un arrêt selon lequel ces personnes ne bénéficiaient en aucun cas en tout cas en grande majorité ne bénéficiaient en aucun cas du statut de réfugié, et donc il n'était plus une question d'ordre juridique
du maintien de ces populations sur le territoire israélien, mais plus une question d'ordre politique ou moral. Donc il faut effectivement séparer ces deux champs. Nous ne sommes plus dans le champ, juridique, mais dans le champ de la politique et de la morale. Donc ils ne doivent pas bénéficier du statut de réfugié politique. Là, il s'agit d'une question qui est plus d'ordre politique. Est-ce que l'approche de l'État et donc les questions d'ordre, on va dire d'ordre moral, sont plus émanent plus du corps représentatif de l'État, de la nation, c'est-à-dire les représentants dans le corps constitutionnel et juridictionnel, mais dans ce sens-là, il est bien évident que les déclarations concernant les aspects moraux, etc., ne peuvent être que subjectifs, personnels et absolument pas générales. Ces questions-là sont plus de l'ordre du législateur et plus dans son champ à lui et moins dans le champ de la déclaration personnelle. Il y a eu une hypocrisie également, comme toujours dans ces dossiers d'immigration, sur le rôle économique finalement de ces migrants. Parce qu'aujourd'hui on dit, bon, ils ne sont pas réfugiés donc il faut qu'ils partent, mais ils ont aujourd'hui pour la plupart un rôle économique aussi, puisqu'ils sont employés, on l'a dit, souvent à des salaires inférieurs à ceux pratiqués habituellement. Tout à fait. Juste si vous me permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'arrêt de décembre 2017. La motivation de la Cour était laquelle? Parce que vous dites que ça ne relève pas du juridique, mais en l'occurrence, il y a quand même une bonne partie de ces personnes-là qui viennent du Darfour, et ces gens-là ont été victimes de génocide. Donc ils sont clairement des demandeurs d'asile. Et quand on connaît des situations particulières, on peut très facilement, quand on s'y connaît un petit peu en droit international, savoir que ces personnes-là relèvent du droit d'asile. Donc je ne sais pas si c'était sur une question de forme ou sur une question de fond que ça a été décidé comme ça, mais ça serait intéressant de revenir là-dessus. Pour répondre à votre question concernant l'impact économique, il est clair que si on devait expulser ces 40 000 personnes, ce qui ne sera pas souhaitable et ce qui ne se fera probablement pas, il va falloir remplacer ces travailleurs illégaux dans tous les restaurants, cafés et autres hôtels dans lesquels ils sont tout à fait visibles. Et dans ce cas-là, qui le fera ? Est-ce que ce sera d'autres immigrants qu'on appellera, ou est-ce qu'on fera appel à des travailleurs palestiniens, auquel cas on sera confronté à d'autres problèmes et qui seront probablement des problèmes relevant plus de la sécurité de l'État, davantage que de simples problèmes excusez-moi de le dire comme ça, mais de racisme en l'occurrence. Ouais. Vous avez l'impression qu'il faut aujourd'hui trouver un autre plan complètement différent de ceux qui ont été imaginés? Alors je dirais la chose suivante. D'abord, selon l'article 31 de la Convention de Genève, une personne ne peut être considérée comme réfugiée que si elle vient directement d'un pays dans lequel s'effectue une crise humanitaire vers un autre pays de refuge. Israël et les pays du Darfour, Soudan, etc. n'ont pas de frontières communes, et donc cette situation ne peut absolument pas être. Donc d'un point de vue juridique, il est bien évident. Le Darfour et Israël ont une frontière commune? Bien sûr que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils passent par l'Égypte, et on sait très bien de quelle façon ils sont traités en Égypte. C'est une façon qui est purement inhumaine. Ce n'est pas la question, d'un point de vue juridique. C'est une question morale. Pas de refuge. Question morale. Non, c'est pas uniquement une question morale, c'est aussi une question juridique. Ils sont menacés de mort dans les pays qu'ils traversent. Il se trouve logique qu'ils arrivent en Israël et qu'ils soient récupérés par un État comme le nôtre, avec les valeurs comme les nôtres. À ce que je sais, moi, l'Égypte est un pays démocratique, est un pays qui respecte les droits de l'homme. Vraiment ? Les droits de l'homme. Vous êtes sérieux quand vous dites ça ? Et si la question se pose, sérieusement, à ce moment-là, il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que ces personnes traversent vers l'Égypte si c'est un pays qui porte tellement atteinte à leurs droits, c'est-à-dire qu'une personne ne fuit pas un calvaire pour rentrer dans un autre, et je dirais que... Mais ils n'ont pas de frontière commune avec Israël, vous le dites vous-même. Évidemment. Mais donc il y a d'autres pays qui ont des frontières communes avec ces pays et qui ne sont pas Israël. Et qui respecteraient leurs droits. Et dans lesquels leurs droits seraient respectés, indépendamment de cette question.
Leurs droits humains, leurs droits humains. Non, mais lesquels? Quel pays pourrait respecter leurs droits humains? Vous le savez aussi bien que nous que le seul pays dans la région qui respecte leurs droits, enfin, relativement je me réfère leurs au droits compte humains. rendu des Nations Unies. C'est absolument faux. Ce que vous dites, je suis désolé. Maintenant, indépendamment de cette question-là, maintenant sur la question de l'ordre économique, de l'impact économique on va dire de la présence de ces personnes sur le territoire israélien. En Israël, il y a énormément de populations qui sont défavorisées et qui cherchent justement du travail. Comme par exemple... Il y a un taux de chômage très bas aujourd'hui. Il y a un taux de chômage très bas, oui, mais dans le cadre, justement, il y a un taux de pauvreté très élevé, il y a un taux de chômage très bas, mais il y a des populations qui ne figurent pas dans ces statistiques, comme par exemple les populations musulmanes de Jérusalem, de Jaffa, etc. Des populations qui, justement, se voient refuser du travail parce que les places sont prises par des immigrés illégaux qui se trouvent sur place. Donc, comme l'a dit très justement le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, si la question se pose d'un point de vue de morale et de bonne volonté d'aider les personnes, eh ben, il faut d'abord aider ceux qui sont sur place plutôt que de faire venir la pauvreté et la misère du monde ici pour essayer de la traiter. Voilà, c'est une farce de la part de ce gouvernement de dire ça quand le nombre d'enfants qui ne mangent pas à leur faim dans ce pays augmente d'année en année. Mais je voudrais juste dire une dernière chose. On a dans notre corpus biblique, n'est-ce pas, dans le Tanakh, plusieurs occurrences d'une phrase qui est importante et on est en pleine fête de Pessah, donc j'aimerais quand même la rappeler, c'est car tu as été étranger en pays d'Égypte. Et cette phrase est toujours accompagnée d'une manière de traiter l'étranger dans ton propre pays. Et je crois qu'il faut absolument, et on en parle en ce moment, de revenir aux valeurs juives. Si on doit revenir à des valeurs juives, il faudrait qu'on revienne à celle-là en particulier. Merci Sarah Bloom, merci Yona Cherki. C'est un débat qui est loin d'être clos. Évidemment, on attend maintenant de voir quel sera le nouveau plan présenté par le gouvernement Netanyahou. On va revenir à ce qui s'est passé il y a tout juste un an, dans la nuit du 3 au 4 avril à Paris. Sarah Halimi, 65 ans, suppliciée jusqu'à la mort par son voisin musulman. C'est un crime choquant que la justice française a mis du temps avant de classer comme antisémite et qui a évidemment résonné de nouveau il y a quelques jours après le meurtre d'une autre femme juive, Mireille Knoll, dans des circonstances quasi similaires. Lucas de Villepin. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Sarah Halimi, juive orthodoxe de 65 ans, est tuée dans son appartement de l'Est parisien par son voisin. Au cri d'Allah Akbar, entrecoupé d'insultes et de versets du Coran, Kobili Traoré, franco-malien de 27 ans, s'introduit sur le balcon de la victime. Il la roue de coups avant de la défenestrer. Interné au lendemain du drame, il est mis en examen en juillet sans qualification antisémite. D'après l'expertise psychiatrique, il aurait été pris d'une bouffée délirante après une forte consommation de cannabis. Le parquet et les parties civiles réclament alors que soit retenu le caractère antisémite. Ils demandent également une reconstitution des faits, une requête rejetée par la justice en raison de la fragilité mentale du suspect. L'affaire suscite une grande émotion dans la communauté juive. Certains intellectuels se mobilisent aussi et publient une tribune pour que, je cite, toute la vérité soit faite sur ce crime. En juillet, alors que le Premier ministre israélien est en visite à Paris, Emmanuel Macron prend position. Malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Il faut attendre février 2018 et une nouvelle audition du suspect pour que les juges décident finalement de retenir le caractère antisémite du crime. En attendant le procès, Kobili Traoré reste lui interné en hôpital psychiatrique. Les Sud-Africains rendent hommage depuis hier soir à celle qui a incarné la lutte contre l'apartheid aux côtés de son époux Nelson Mandela pendant des années. Winnie Mandela, décédé hier soir à l'âge de 81 ans. Océane Nicole. Toute la nuit, ils veillent devant la maison de Winnie Mandela. Ils sont des dizaines réunis ici à Soweto. Ils dansent pour rendre hommage à l'ancienne femme de Nelson Mandela, ancien président et héros de la lutte anti-apartheid. Pour la population sud-africaine, c'est un véritable choc. En tant que voisin, je dois dire que la mort de Winnie a été un choc. On a perdu la mère de notre nation, parce que c'est vraiment ce qu'elle était pour nous, les habitants de Soweto, de Orlando West et de tout le pays. Donc ça a été très douloureux pour nous. Winnie a été la première du combat contre l'oppression pendant toute sa vie. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Pour le porte-parole de l'ONU, Winnie Mandela est et restera une figure incontournable dans la lutte pour l'égalité des droits. Hommage également de l'actuel président du pays. La mort de Winnie Mandela est une grande perte. Elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte.
elle a énormément souffert sous le régime de l'apartheid. Elle a été emprisonnée, elle a été vraiment maltraitée et séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple. Mariée à Nelson Mandela pendant 38 ans, Winnie avait repris le combat de son mari pendant qu'il était en prison. Une période de gloire, mais un peu plus tard, celle qui fut l'égérie de la lutte contre l'apartheid sera accusée de torture, de fraude et de vol, et elle aussi condamnée à 4 ans de prison. C'est un jour très triste car nous avons perdu un pilier, une source d'inspiration. Et elle restera toujours une source d'inspiration pour toutes les femmes d'Afrique du Sud. C'était un roc, elle n'avait peur de rien, elle disait toujours ce qu'elle pensait. Un hommage national sera rendu à Winnie Mandela le 11 avril prochain. Des funérailles nationales seront quant à elles organisées dans 2 semaines. L'actualité sportive à présent. Et tout d'abord, celui qui restera comme une légende du biathlon, l'athlète norvégien Ole Einar Bjørndalen, qui annonce sa retraite aujourd'hui. Ce sera à la fin de la saison et il est âgé de 44 ans, mais il va rester surtout comme celui qui a gagné 13 médailles olympiques, dont 8 en or durant sa longue carrière. C'est un record pour un athlète masculin lors des Jeux olympiques d'hiver. Voilà, bientôt peut-être aussi une longévité exceptionnelle, on vous la souhaite. Jean-Philippe Lustig, bonsoir. Vous êtes en direct de Paris. On va parler avec vous de Hatem Ben Arfa, le joueur du Paris Saint-Germain qui est considéré comme l'un des plus talentueux de la Ligue 1, mais qu'on ne voit pas cette saison sur les terrains et qui explique cette semaine dans France Football pourquoi justement il s'est retrouvé mis à l'écart. C'est assez étonnant. Oui, récit d'une aventure au Paris Saint-Germain gâchée et triste, comme vous le dites, d'un phénomène. D'ailleurs, Denis Alves, l'arrière latéral du Paris Saint-Germain, l'appelle El Phénoméno. Et oui, tellement il a été impressionné par les fulgurances de ce génie du jeu. Donc Hatem Ben Arfa, 31 ans, le temps passe. Pour l'incompris du football français en quelque sorte, qui n'aura disputé que 31 matchs en 2 saisons. Il y a un récit passionnant chez nos confrères de France Football qui sort aujourd'hui et qui en même temps explique le parcours au sein du Paris Saint-Germain de ce joueur atypique, à cette personnalité qui ne ressemble à aucune autre, qui ne s'est jamais adapté au système et le système ne s'est pas adapté à lui. Il y a un concours de circonstances, mais à l'arrivée c'est un gâchis pour ce joueur qui peut être le plus doué que le football français ait produit depuis Zidane. Incontestablement, il a été surdoué, il a été sélectionné en moins de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y a un côté qui ressemble à celui de Messi dans parfois les exploits dont il est capable de faire. Il n'aura pu montrer tout son talent dans ce club du Paris Saint-Germain qu'il a mis de côté, voilà, qu'il a empêché de pouvoir jouer. Il quittera le club à la fin de saison. Il a toujours refusé d'être transféré car il a considéré que sa valeur marchande étant à un certain niveau et des salaires conséquents au sein du Paris Saint-Germain qu'il le voulait à son arrivée, donc il n'allait pas s'asseoir sur ce salaire. Il a donc refusé de partir de différents mercatos. C'est un récit très intéressant et on comprend peut-être mieux le mode de fonctionnement du club du Paris Saint-Germain, mais également cette personnalité qui est très particulière, mais en même temps très attachante de ce joueur donc si génial. Hatem Ben Arfa, qui n'aura connu que 15 sélections en équipe de France. Sa carrière n'est pas terminée. Il partira au mois de juin. On ne sait pas où. On évoque la Ligue 1 à nouveau, peut-être un retour à Lyon, peut-être à Marseille, pourquoi pas. On en saura un peu plus tard, mais il y a un petit peu de nostalgie pour tous les amoureux des exploits et des fulgurances, donc grâce à Hatem Ben Arfa. Alors, on va évoquer maintenant un autre événement sportif. Ça se déroule aux antipodes, Jean-Philippe. On va partir en Australie pour l'ouverture cette nuit des Jeux du Commonwealth. Ça ne parle pas beaucoup aux gens parce que c'est pas vraiment dans la culture française, on va dire, mais pourtant c'est un événement sportif considérable. Considérable. Les Jeux du Commonwealth, créés en 1930, première édition, c'est au Canada. Depuis 20 éditions, ce sera donc dès demain, et ce pour 11 jours, la 21e édition, c'est tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Les Jeux du Commonwealth, ce nom un petit peu savant, les Jeux de l'Empire britannique, tout simplement. Donc toutes les nations britanniques participent à ces Jeux du Commonwealth. Il y aura 70 nations présentes, près de 7000 athlètes, 17 disciplines, les classiques, l'athlétisme, la natation, et on sait le niveau de ces Jeux du Commonwealth lorsque l'équipe d'Australie ou d'Afrique du Sud ou encore du Canada se présente dans ces Jeux, c'est un moment très important. De nombreux athlètes ont comme priorité de briller à ces Jeux du Commonwealth, qui sont dans
tous les 5 continents, très exposés, mais en Europe, il y a les championnats d'Europe. Donc, on ne s'intéresse jamais aux Jeux du Commonwealth, qui sont des Jeux olympiques en quelque sorte, sauf donc réservés aux anciens pays de l'Empire britannique. Les sports représentés sont les sports classiques. Je parlais de l'athlétisme, de la natation, également quelques sports collectifs, et puis 2 sports qui ne sont pas aux Jeux olympiques. Le netball, par exemple. Vous savez ce que c'est, Jean-Charles, le netball, hein? Ah bah non, alors. Ça ressemble un petit peu à du basket. C'est un sport féminin. Voilà. Ou encore le bowling. C'est quoi? Vous savez, c'est un jeu qui ressemble un petit peu au jeu de boules ou à la pétanque, avec des grosses boules un peu circulaires qui se jouent sur un type de gazon. C'est un jeu très ancien qui a plus de 150 ans. Il est représenté à ces Jeux du Commonwealth. Il y aura une cérémonie d'ouverture, donc, puisqu'il se déroule dans la ville de Gold Coast, cette ville qui est à 100 km au sud-est de Brisbane. Il y aura une cérémonie d'ouverture dans un stade où on attend 36 000 spectateurs et 3 heures de spectacle. C'est vous dire l'impact de ces jeux très spectaculaires. Et on sait par exemple qu'en athlétisme, les Jamaïcains en font une date très importante dans leur calendrier sportif. Donc ils doivent briller. L'année où il n'y a pas de championnat du monde ou pas de Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth restent l'événement central donc, du sport international. Et cela méritait un éclairage sur i24 News. Eh ben voilà, c'était bien de présenter effectivement cet événement sportif qui a un gros impact, hein, vous l'avez dit, dans les pays anglophones, mais qu'on a moins le temps d'évoquer sans doute en France notamment, ou ici en Israël. Merci Jean-Philippe Lustig en direct de Paris et la France d'ailleurs accablés par une nouvelle journée de grève dans les transports. Aujourd'hui, ça va continuer demain. Vous allez voir quelques images, notamment de la manifestation organisée par les syndicats de cheminots, car ce sont eux qui sont visés par la réforme que veut mettre en place le gouvernement d'Édouard Philippe et le président Macron. Les cheminots, mais la grève également à Air France aujourd'hui, qui a occasionné quelques perturbations. Demain, ça va continuer. De nouvelles perturbations très importantes donc sur le trafic des trains, et il y a eu pas mal de pagaille aujourd'hui dans les gares avec donc ces manifestations et donc ces trains qui n'étaient pas en service. Voilà donc pour donc cette nouvelle journée de grève dans les transports en France. Nous on va se retrouver dans 1 heure pour une nouvelle édition du Grand Live. D'ici là, les conversations sur i24 News, c'est avec Benjamin Pétrovert. À tout à l'heure.